Marion, qui n'est pas là. Je vais mettre là, c'est absent. J'ai vu que ses affaires étaient là. Donc, à l'absence de Madame Raymond pour l'instant, qui est la plus jeune, le plus jeune pour faire la paix. Madame Logier n'est pas là non plus. Madame Laurie Ponce. Bon, Madame Laurie Ponce. Elle est au téléphone dehors aussi. On va faire l'appel par quelqu'un d'autre. Ah ben non, Laurie Ponce est là. Je la voyais pas. Laurie, tu peux faire l'appel, s'il vous plaît. Merci Laurie pour cet appel. Avant d'examiner notre ordre du jour, je voudrais vous demander si vous avez des remarques, des explications, des questions à formuler sur le dernier compte-rendu de notre dernier conseil communautaire qui était au 4 novembre. Oui, monsieur Gérard, il y a un micro, monsieur Gérard. On peut faire circuler un micro, s'il vous plaît. Monsieur Gérard, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous. C'est une question globalement, pas sur celui en particulier de compte rendu, mais sur les comptes rendus en général. Je m'aperçois qu'il y a un verbatim de nos interventions à chaque fois. Et lorsque je recherche sur le site de la CCM les comptes rendus des conseils communautaires, je me retrouve uniquement devant les délibérations et en aucun cas les échanges, ni les pièces jointes d'ailleurs, les dossiers ne sont annexés à ce compte rendu. Je trouve ça assez dommage en fait pour la démocratie. On ne peut pas considérer que le conseil communautaire est réduit à une liste de délibération avec des décisions. C'est aussi des débats, c'est aussi des questions qui éclairent la réflexion. Je me demande à la mesure où ce verbatim est fait, on le valide à chaque fois,
on ne pouvait pas le voir apparaître sur le site de la CCM, en place et lieu d'une simple reprise de l'ensemble des délibérations. Merci beaucoup. Merci pour cette remarque. Nous allons en tenir compte. Vous avez également la liste des décisions prises depuis le dernier conseil communautaire. Avez-vous des remarques à faire sur ce point? Non. Je vous en remercie. On considère qu'elles sont enregistrées telles quelles. J'aimerais, avant de passer à l'examen des questions écrites à l'ordre du jour, avoir une pensée pour celui qui a dirigé la France pendant 7 ans et qui aura contribué à la modernisation de notre pays. Je veux parler du président Valéry Giscard d'Estaing, qui est décédé le 2 décembre dernier. Concernant, je pense que notre quorum est atteint. Merci de cette précision. Nous allons passer à l'examen de nos différentes délibérations. Je crois que l'ordre du jour est chargé. Nous en avons 39, me semble-t-il. Et oui, il convient d'adopter en liminaire notre délibération concernant la possibilité pour nous de tenir séance en visioconférence au cas où l'état d'urgence serait prolongé au-delà du mois de janvier. C'est une précaution à prendre. Vous connaissez ma préférence pour le présentiel, mais si nous devions effectivement tenir cette séance du Conseil communautaire en visio, il faudrait que nous ayons en tout cas délibéré sur ce point. Y a-t-il des questions, des commentaires sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Nous allons, en délibération numéro 2, passer à l'adoption du règlement intérieur du Conseil communautaire. Sur le règlement intérieur vous a été communiqué. Y a-t-il des remarques, des questions? Monsieur Girard, si on peut faire passer, Monsieur Boucas, si on peut faire passer les micros. Je me suis amusé à comparer un petit peu l'ancien règlement intérieur et le nouveau pour évidemment voir ce que nous avons gagné et ce que nous avons perdu. Et plusieurs chapitres qui apparaissaient précédemment dans le règlement intérieur ont disparu, ce qui pose de réels problèmes. Moi, j'estime en termes de démocratie. Je le disais tout à l'heure sur le compte rendu des séances, moi j'aimerais insister sur le fait de reprendre les verbatines totales des échanges et pas uniquement une synthèse des délibérations. Ont disparu dans la partie commission communautaire, la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Ont disparu la mission d'information et d'évaluation, qui me semble un élément important, puisqu'elle permet à une partie du conseil communautaire de se saisir d'une question, de la porter à la connaissance de tous et éventuellement de créer une mission d'information pour travailler sur des sujets particuliers. Ça a disparu, ça pose un réel problème. Et enfin, la partie la plus problématique certainement, c'était le chapitre 6, qui était le droit d'expression des conseillers communautaires, et notamment des élus n'appartenant pas à la majorité. Alors, évidemment, le bulletin d'information pour le moment n'existe plus, mais on a peut-être envie qu'il renaisse à un moment et qu'on puisse trouver un matériel d'information pour les citoyens, dont nombreux sont ceux qui s'interrogent encore malheureusement par son information sur ce que fait la CCN et sur ses prérogatives par rapport à la mairie. Donc ce droit d'expression a totalement disparu, ça pose un vrai problème pour nous et moi personnellement ce déni de démocratie et ce déni de reconnaissance de la pluralité me pose un vrai problème et je voterai contre ce nouveau règlement intérieur. Merci. Je casse. Merci Monsieur le Président, nous serons plusieurs à voter contre, comme Cyril Girard, puisque comme il l'a dit, plusieurs éléments ont disparu du précédent qui étaient relativement pertinents et qui permettaient d'ailleurs à des élus ne partageant pas forcément les mêmes opinions que la majorité de la communauté d'Alliot d'avoir une expression qui soit différente, parce qu'il y a une expression qui est différente, c'est la démocratie, comme dans un conseil municipal. Alors on le sait d'ailleurs, à juste titre, qu'au sein des communautés d'Alliot depuis plusieurs années, il y a relativement des différences politiques, et on
On l'a vu d'ailleurs dans la précédente majorité de cette communauté d'agglomération et que l'essentiel des délibérations a été voté à l'unanimité. Il n'empêche que mon petit doigt me dit que dans les 6 prochaines années, on aura des débats où il y aura des choix à faire entre des politiques publiques portées par la communauté d'agglomération ou d'autres choix qui pourraient mettre en difficulté ces politiques publiques par notamment l'éventuelle délégation de services publics. Donc, on le regrette, mais nous, les élus arlésiens, nous ne sommes pas surpris, puisque c'est quasiment une copier-coller du règlement intérieur que vous aviez proposé au conseil municipal. J'avais pu comprendre que le directeur général des services, comme il s'y était engagé dans une réunion en salle d'honneur de la ville, viendrait vers nous pour préparer ce règlement. Et encore une fois, nous l'avons découvert il y a 5 jours. C'est regrettable, mais c'est une habitude maintenant que nous avons de vous côtoyer, Monsieur le Président, que ce soit à la ville ou que ce soit à la communauté d'agglomération. Donc, nous retiendrons que les lois d'expression des élus qui n'appartiennent pas à la majorité sont bafouées, dont acte. Merci pour ces prises de parole. Y a-t-il d'autres? Non. Qui est contre? 1, 2, 3. Qui s'abstient? C'est donc adopté, je vous en remercie. Les délibérations 3, 4 et 5 suivantes concernent la désignation des représentants de la communauté d'agglomération Arles-Pro-Camargue-Montagnais appelés à siéger au sein du conseil d'administration des collèges et des lycées situés sur la commune d'Arles, Tarascon et Saint-Martin-de-Crau. Nous allons commencer par la commune d'Arles et tout d'abord pour nommer et élire notre représentant titulaire de la CCM au collège Ampère. Son candidat pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, Madame Paul Birobalon. Y a-t-il d'autres personnes qui sont candidates? Non. Donc on va faire ça à main levée si vous êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Birobalon sera donc notre représentante comme titulaire au collège Ampère. Il s'agit à présent d'élire. Pardon? Je n'ai pas entendu. Excusez-moi, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas de. J'ai cru comprendre que vous abstenez. Donc, des représentants dans chacun des collèges que nous avons cités, que ce soit Arles, Tarascon ou Saint-Martin-de-Crau. Bon, d'accord, non, mais c'est bon pour comme ça on ira un peu plus vite. Donc nous allons désigner un représentant suppléant pour ce même collège Ampère. Nous avons la candidature de M. Imbert, Frédéric Imbert. Y en a-t-il d'autres? Non. Donc, abstention, les mêmes. Y en a-t-il des contre? Non. C'est donc adopté. Nous passons au collège Frédéric Mistral, même désignation. D'abord un représentant titulaire. Il s'agit pour l'instant d'une seule candidature qui est M. Frédéric Imbert. Y en a-t-il d'autres? Non. Abstention, on les a enregistrés. Y a-t-il des voix contre? Non. C'est donc adopté. Concernant la désignation pour le même collège Frédéric Mistral d'un représentant suppléant, nous avons la candidature de Mme Catherine Balguéry-Rollet. Y en a-t-il d'autres? Non. Donc nous enregistrons la même abstention. Pas de contre. C'est donc adopté. Nous passons au collège Robert Morel pour la désignation d'un représentant titulaire. Nous avons là aussi la candidature de M. Imbert, Frédéric Imbert. Y en a-t-il d'autres? Non. La même abstention. Pas de voix contre. C'est donc adopté. Concernant le représentant suppléant du même collège Robert Morel, nous avons la candidature de M. Sébastien Abonneau. Y en a-t-il d'autres? Non. Nous enregistrons le même taux d'abstention. Pas de voix contre.
C'est donc adopté. Nous passons au collège Vincent Van Gogh. Alors, pour le représentant titulaire, nous avons la candidature de M. Éric Souffle. Y en a-t-il d'autres? Non. Abstention, le même nombre. Contre, il n'y en a pas, c'est donc adopté. Concernant le représentant suppléant à ce même collège Vincent Van Gogh, nous avons la candidature à nouveau de M. Albert, Frédéric Imbert. Y en a-t-il d'autres? Non. Même abstention, pas de voix contre. C'est donc adopté. Nous passons au lycée Louis Pasquier. Pour le poste de représentant titulaire, nous avons la candidature de Mme Paul Biro-Ballon. Y en a-t-il d'autres? Non. Abstention, la même. Pas de voix contre. Adopté. Concernant le représentant suppléant du même lycée Pasquier, nous avons la candidature de Marie-Amélie Ferrand-Cossia. Pas d'autres candidatures. Même abstention. Pas de voix contre. C'est donc adopté. Nous passons à présent au lycée Montmajour. Pour le représentant titulaire de la CCM à ce lycée, nous avons la candidature de Mme Graillon, Mandy Graillon. Y en a-t-il d'autres? Non. Abstention, le même nombre. Pas de voix contre. C'est donc adopté. Concernant le représentant suppléant du même lycée Montmajour, nous avons la candidature de Mme Sybille Logier-Cérizani. Pas d'autres candidatures. Même abstention. Pas de voix contre. Adopté, merci. Nous passons au lycée Charles Privat. Pour le représentant titulaire, nous avons la candidature de Catherine Balgueri-Rollet. Y en a-t-il d'autres? Non. Même nombre d'abstention. Pas de voix contre. C'est donc adopté. Et concernant la désignation du représentant suppléant de ce même lycée Charles Privat, nous avons la candidature de M. Gérard Kex. Y en a-t-il d'autres? Non. Abstention la même. Pas de voix contre. C'est donc adopté. Nous continuons les désignations sur la commune de Tarascon. Tarascon, il s'agit du collège René Cassin et du lycée Alphonse Daudet. Et pour cela, au poste de représentant titulaire, nous avons la candidature de M. Fabien Bouillard. Y en a-t-il d'autres? Abstention, le même nombre, pas de voix contre. C'est donc adopté. Concernant le représentant suppléant de ce même collège René Cassin et du lycée Alphonse Daudet, nous avons la candidature de Mme Valérie Martel-Mourgue. Y en a-t-il d'autres? Non. Pas de voix contre. C'est donc adopté. Et nous passons cette fois-ci à la commune de Saint-Martin-de-Crau. Pour Saint-Martin-de-Crau, nous avons à désigner un représentant titulaire pour le conseil d'administration du collège Charlone Rieux. Il s'agit d'une seule candidature, celle de Mme Janine Farin. Y en a-t-il d'autres? Abstention, même nombre. Abstention 2 supplémentaires. À ajouter donc aux abstentions précédentes. Pas de voix contre. C'est donc adopté. Concernant le représentant suppléant du même collège Charles Rieux, nous avons la candidature de Mme Annie Guig. Abstention. 2 supplémentaires à ajouter aux précédentes. Pas de voix contre. C'est donc adopté. Je vous en remercie. Et nous passons donc à la délibération numéro 6, qui convient d'autoriser un des conseillers communautaires représentants de la CCM au sein de la SPLPA et être candidat au poste de président-directeur général de la SPLPA. Nous avons à vous proposer la candidature de Mme Sophie Asport au poste de président-directeur général de la SPLPA au nom de la CCM. Et y a-t-il des abstentions? On considère que vous êtes abstenus comme les fois précédentes.
je m'adresse à M. Foucault, c'est toujours la même abstention. Pas de voix contre. Elle est donc retenue pour représenter la CCM dans cet organisme. Je vais passer la parole pour la délibération suivante qui concerne le numéro 7 à Mme Marie-Amélie Cossia. Cette délibération concerne une convention de délégation de service public. Pendant la crise Covid du printemps, la non-réalisation d'une partie importante des services et la mise en place du chômage partiel pour une partie du personnel a généré des économies de charges en matière de maintenance, de carburant et de masse salariale dans le réseau Transdev, enviable exploité par l'entreprise Transdev. La baisse de fréquentation du réseau a généré quant à elle une perte de recettes directes de 120 000 €, dont la CCM prend près de la moitié à sa charge, comme l'ensemble des autorités organisatrices de mobilité le font partout ailleurs, afin de ne pas contraindre l'équilibre financier du contrat sur plusieurs années. Bien que des charges aient été engagées pour conformer les véhicules et l'information aux contraintes sanitaires actuelles, une économie générale de 199 612 € a été réalisée et réduit la contribution de la CCM sur le versement du solde de 2020. Cette réduction de contribution fait ici l'objet de l'avenant 2 à la délégation de services publics. Quelqu'un souhaite prendre la parole sur ce point? Non? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Personne. Donc c'est adopté à l'unanimité. Marie-Amélie, vous continuez avec la prochaine délibération. Il s'agit d'un numéro 18 sur le renouvellement d'un marché. Alors, les systèmes bioéthiques sont indispensables au fonctionnement des réseaux de transport. La CCM, via la centrale d'achat des transports publics à laquelle elle adhère, a acquis un système bioéthique fourni par la société Public Transport dans le cadre d'un contrat cadre. Les systèmes bioéthiques sont indispensables au bon fonctionnement des réseaux, puisqu'ils en sont outils de distribution, de suivi, de contrôle et la source des données qui alimentent l'information en temps réel à l'attention des usagers. La CCM, qui a souhaité en 2018 renouveler son système au profit d'un système plus performant, plus souple et moins coûteux, a recouru à la centrale d'achat des transports publics. La dite centrale, dont l'objet est de passer des marchés publics à la place des autorités organisatrices de mobilité dans le respect des règles de la concurrence, a mis à disposition un contrat cadre à la CCM afin que cette dernière puisse acquérir le système bioéthique de la société Public Transport avec des tarifs avantageux. Le contrat cadre entre la CATP et la société Public Transport se termine en février 2021. Pour pouvoir continuer à faire évoluer le système bioéthique d'Envia et ainsi le rendre plus performant avec des fonctionnalités adaptées, il est proposé de passer à nouveau par la centrale d'achat. Quelqu'un souhaite-t-il avoir des explications? Non. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Marie-Amélie, vous continuez avec la 9. Elle concerne l'acquisition de bornes d'information voyageurs. Alors, les bornes d'information voyageurs indiquent en temps réel les prochains passages de bus afin d'apporter une meilleure qualité de service aux usagers des transports et leur indiquent les temps d'attente et de correspondance. L'objectif est d'équiper de ces bornes les 7 arrêts les plus fréquentés du réseau. Ces équipements sont désormais répertoriés dans le catalogue de la centrale d'achat des transports publics que nous avons évoqué dans la précédente délibération. Il est possible de s'équiper de ces bornes par le biais d'un marché subséquent sans montant maximum. Le coût d'acquisition pour cette borne s'élèverait donc à 54 129 63 € et le coût de maintenance s'élèverait quant à lui à 3 178,29 € par an durant 3 ans. Merci pour ces précisions. En souhaitez-vous d'autres? Voilà une belle avancée en tout cas. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole maintenant à notre vice-président Christian Gilles pour la délibération numéro 10 qui concerne les travaux de reconstruction d'un poste de refoulement. Christian.
Merci, Monsieur le Président. Travaux de reconstitution du poste de refoulement de la Roquette à Arles, marché 2019-038, signature de l'avenant numéro 1. Il s'agit de la signature de l'avenant numéro 1 du marché de travaux de reconstitution du poste de refoulement Roquette à Arles. Cela concerne une prolongation de délai de 20 semaines liée à l'épidémie du Covid-19 et à une moins-value au marché de 2 excusez-moi. 2000. Une moins-value de 281,30 € hors taxe. Vu la délibération du Conseil communautaire 2019-167 du 6 novembre 2019, attribuant le marché numéro 2019-038 relatif aux travaux de reconstitution du poste de refoulement Roquette à Arles au groupement d'entreprises SOR mandataire Massoni Touja pour un montant de 999 690 € hors taxe, soit 1 199 628 TTC. Suite au confinement général de la population, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics a préconisé dans le guide des recommandations la reprise d'activité avec l'élaboration d'un plan de continuité de l'activité établi par chaque entreprise du groupement et validé par le contrôleur de sécurité et de protection de la santé. Dans son plan, l'entreprise Touja a mis comme condition de reprise la nécessité de supprimer toute coactivité. En conséquence, 2 ordres de service ont été prolongés de 20 semaines. Le délai d'exécution du marché pour le passer à 38 semaines au total. De plus, des modifications techniques ont rendu nécessaire l'ajout de prix de nouveaux marchés. Le groupement a même présenté une demande d'indemnisation justifiée aux suites aux mesures prises par chacun des membres en lien avec la crise sanitaire du Covid-19. Ces ajouts de prix nouveaux ainsi que cette demande d'indemnisation représentent une moins-value financière sur le montant total du marché de 2 381,30 €. Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir approuver la signature de l'avenant numéro 1 des travaux de reconstitution du poste de refoulement Roquette à Arles avec le groupement SOR mandataire Massoni Touja, prolongeant le délai d'exécution de 20 semaines et représentant une moins-value au marché de 2 381,30 € hors taxe. Merci, Christian Gilles. Y a-t-il des précisions que vous souhaitiez avoir sur ce point? Non. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité, merci. Nous allons passer à la délibération numéro 11. Je vais demander à Rémi Jacot de la porter. Elle concerne le groupement de commande de location et d'entretien de photocopieurs entre notre communauté, la Caisse des dépôts de la ville d'Arles, le CCAS de la ville d'Arles, l'Office du tourisme de la ville d'Arles, le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Delta du Rhône et de la Merci Notre-Dame. L'actuel accord cadre à bon de commande numéro 2016-29 pour la location et l'entretien de photocopieurs numériques pour le compte de ACCM, donc la Caisse des écoles de la ville d'Arles, le CCAS, l'Office de tourisme et le CIMADREM, arrivera à échéance de sa période de ferme de 4 ans le 31 décembre de cette année. Par conséquent, il convient de renouveler pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Ou à partir de la date de notification si celle-ci est postérieure pour une période ferme de 4 ans. Ce projet de délibération expose l'ensemble de la procédure mise en œuvre afin d'acter l'attribution de ce marché à la société Rico France. Attribution décidée donc en commission d'appel d'offres le 26 novembre 2020, conformément à l'analyse des offres et aux critères de jugement énoncés dans le règlement de la consultation. Voilà. Donc les membres, je rappelle, c'est ACCM, la Caisse des écoles, le CCAS, l'Office du tourisme, le CIMADREM. Le seuil minimum de marché, c'est 20 000 € pour ACCM, 20 000 € pour la Caisse des écoles, 8 000 pour le CCAS, 4 000 pour l'Office de tourisme et le CIMADREM 4 000.
Et le maximum, bon, et c'est assez important, on n'y arrive pas, 300 000 € pour la CCM, 300 000 pour la Caisse des écoles, 200 000 pour le CCAS, l'Office de tourisme est à 60 000 et le CIMAVEN à 60 000. Donc en global, le seuil minimum était 56 000 et le seuil maxi de 920 000. Donc je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir approuver l'attribution de ce marché public pour la location et l'entretien de photocopieurs à la société Rico France. Voilà. Pour les montants donc, minimum de 56 000 et maximum de 920 000. Montant décomposé dans le tableau que je vous ai lu. Préciser que le marché prendra effet à compter du 1er janvier 2021 ou de sa notification, si celle-ci est postérieure. Et c'est pour une durée de 4 années. Voilà. Et autoriser M. le Président à signer et notifier au nom et pour le compte de l'ensemble du groupement de commande en sa qualité de coordonnateur le dit marché public à bon de commande. Je précise que chacun des membres s'assurera de l'exécution administrative, technique et financière de la partie du marché relevant de sa compétence. Et les dépenses seront inscrites au budget principal de l'exercice. Merci, M. Jacot. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole sur ce point? Non, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté à l'unanimité. Les deux prochaines délibérations, donc, en tout cas, la prochaine en tout cas, oui, les deux prochaines concernant Paprec, elles seront portées par Mme Mandy Graillon. En effet, les deux prochaines délibérations sont en réalité des régularisations administratives, puisque la société Delta Recyclage avait été attributaire de deux mises en concurrence de l'agglo. L'une, donc la délibération numéro 12, qui est la réception au centre de transfert, le transport, le tri et le conditionnement des déchets ménagers issus de la collecte sélective pour la commune d'Arles et de Saint-Martin. Et la délibération numéro 13 est la gestion de la déchetterie communautaire de Saint-Martin-de-Croix. Ces délibérations sont donc des régularisations administratives, puisqu'il s'agit d'acter le transfert de ces mises en concurrence qui avait été remporté par Delta Recyclage, désormais à destination de Paprec, puisque Paprec a racheté l'entreprise Delta Recyclage. Nous sommes donc dans l'obligation de régulariser cette situation, comme dans toutes les situations du genre, quand une structure change de nom, de raison sociale ou est absorbée par une autre, nous devons assumer l'ensemble des engagements que la collectivité avait pris à destination de l'entreprise. Donc voilà pourquoi nous prenons ces délibérations numéro 12 et 13 pour entériner ce transfert de Delta Recyclage vers Paprec. Quelqu'un souhaite prendre la parole? Oui, M. Girard. Merci, Monsieur le Président. Non, je voulais avoir des précisions. Dans la délib, on parle de location gérante, vous voulez nous dire de rachat. Alors, est-ce que c'est un rachat de Delta Recyclage ou une location gérante de l'entreprise? Et je voulais savoir si on pouvait être éclairé sur les raisons, les difficultés que Delta Recyclage a rencontrées qui ont amené à cette reprise et dont on pourrait éclairer de ces événements, mieux travailler avec eux et faire en sorte que ça se reproduise plus s'il y a des manquements ou des problèmes graves. Non, il s'agit de contrats commerciaux sur lesquels nous ne sommes absolument pas à même d'avoir des infos. Nous, on sait juste qu'il y a eu un rapprochement entre les deux entreprises et que du coup, on est administrativement obligé d'honorer les contrats qui avaient été passés à Delta Recyclage par Paprec désormais. Après, les liens commerciaux qui lient les deux entreprises, la CCL n'en est absolument pas partie prenante. Non, et sur les difficultés, on ne peut pas être éclairé. Écoutez, en tout cas, moi, dans ma délégation, non. Peut-être les services plutôt éco du coup de l'agglo auront des éléments à vous transférer, mais je vous propose qu'on vous les transfère ultérieurement si on en a sur vraiment la situation économique de Delta Recyclage. Si on a ces informations, effectivement, on vous les transmettra. Effectivement, c'est un accord commercial entre deux entreprises auxquelles nous sommes totalement étrangers. Alors on va statuer d'abord sur la délibération numéro 12, qui s'abstient, qui est contre, donc c'est adopté, et concernant de facto la numéro 13, qui s'abstient,
Qui est contre? C'est donc adopté également. Vous gardez la parole, Candy Graillon, pour la 14. Oui, la numéro 14, qui est donc le marché d'attribution d'accord cadre pour la fourniture et la livraison des sacs plastiques pour la collecte des ordures ménagères. Donc ce marché était constitué de 3 lots. Un lot sur les sacs jaunes, qu'on appelle, donc les sacs qui sont pour les emballages ménagers recyclables. Un lot numéro 2 qui était pour les sacs noirs, donc pour la collecte des ordures ménagères, que nous distribuons aussi à certains usagers sur l'ensemble de l'agglo, et le lot numéro 3 qui était relatif à la fourniture de sacs de pré-collecte que nous donnerons aux citoyens qui seront équipés de points d'apport volontaire sur le territoire de l'agglo et qui donc feront l'effort de trier et d'amener leurs emballages et leurs déchets recyclables au point d'apport volontaire. Donc ces 3 marchés-là ont été attribués en commission d'appel d'offres. Le lot numéro 1 à la société Plastique et Tissage de Luneray, le lot numéro 2 à la société Jetsac et le lot numéro 3 à la société Mille et Avon. Merci. Quelqu'un souhaite-t-il des explications, plus amples informations? Non. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, c'est adopté. Merci. La délibération numéro 15 de Mme Graillon concerne l'adhésion de la CCM à l'association de réflexion sur les déchets ménagers et assimilés du bassin Vaucluse-Rhodanien. Exact. Si vous le permettez, je lirai la numéro 15 à la numéro 16, puisqu'elles sont en réalité sur le même sujet. Donc vous savez que certaines évolutions réglementaires, notamment le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, communément appelé SRADET, dans lequel est intégré le schéma de prévention et de gestion des déchets, appelé PRPGD, les évolutions liées à ces schémas qui sont pilotés par la région nous ont amenés à devoir repenser pour l'avenir notre schéma d'organisation des déchets, du traitement des déchets. Puisque aujourd'hui, la plupart des déchets de notre communauté d'agglo sont traités en région Occitanie et que ce schéma aujourd'hui, d'ailleurs à la fois le schéma de la région Occitanie et le schéma de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les deux indiquent que les communautés d'agglo et les populations doivent avoir leurs déchets qui sont traités sur leur territoire régional. Ce qui fait que du coup nous sommes un petit peu en difficulté puisque notre schéma actuel rentre en contradiction avec ces deux schémas. Et donc ce schéma de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur nous rattache à ce qu'on appelle le bassin rhodanien, c'est-à-dire l'ensemble des intercommunalités du département du Vaucluse et les 3 intercommunalités du nord des Bouches-du-Rhône. Nous formons ensemble ce qu'ils appellent le bassin rhodanien. Et donc cette délibération vise simplement à adhérer à une association de réflexion qui regroupe donc toutes ces communautés d'agglo et intercommunalités qui sont dans ce bassin rhodanien pour voir où nous allons demain et quels sont les manques sur le traitement de nos déchets et comment travailler ensemble pour avoir un plan cohérent à l'intérieur de cet espace rhodanien auquel nous appartenons tous désormais aux yeux de la loi. Donc voilà, la délibération numéro 15, c'est d'entériner l'adhésion à cette association pour travailler tous ensemble. Et la délibération numéro 16, elle entérine le fait que nous participions tous ensemble avec l'ensemble de ces communautés d'agglo à une étude qui va justement indiquer où est-ce que nous devrions positionner une nouvelle unité, notamment sur le tri sélectif, puisque nous sommes en manque. Aujourd'hui, nous allons quasiment tous sur le site de Vedène, mais il ne pourra pas absorber la totalité de la production des déchets de la zone. Et donc, cette étude vise à savoir à quel endroit nous pourrions implanter et par quel système de gestion nous devrions gérer cette nouvelle unité et cette nouvelle organisation des déchets. Je vous remercie. Merci. Monsieur Gérard, vous avez le micro. Merci encore, Monsieur le Président. Non, mais je souscris à ce qui vient d'être dit et je constate que les choses avancent
dans la gestion des déchets, et c'est vraiment une excellente chose. Je comprends que certaines filières doivent avoir un certain volume pour fonctionner, notamment le recyclage. La situation actuelle du territoire, évidemment, on ne peut pas s'inventer, il y a la multiplication des décharges sauvages. On est un territoire à l'échelle de la région qui a le plus de tonnage de déchets ménagers, donc il y a des efforts à faire. Ce qui me semble important d'apporter à votre connaissance, c'est le fait de relocaliser la gestion de ces déchets. C'est certainement le meilleur moyen pour faire de la pédagogie. Au niveau des communes qui ont jusqu'à un moment eu le mauvais défaut des SSM d'envoyer leurs déchets se faire traiter ailleurs, on se souvient du tollé qui a pu déclencher l'installation de l'incinérateur de Marseille à Fos-sur-Mer. Et dans un rapport de 2017, la région indique qu'il nous faut trouver des solutions en termes d'économie circulaire pour nos déchets. Il y a 10 projets qui avaient été retenus, donc c'était en 2017, peut-être que les choses ont évolué depuis, mais aucun de ces 10 projets ne concernait notre territoire. Plus un déchet s'éloigne, plus on a affaire à des sous-traitants, quelquefois pour le transport, avec le risque qu'à un moment ça soit récupéré par des trafics et qu'on se retrouve avec des sites d'enfouissement sauvages. De toute façon, faire gérer ces déchets très très loin, c'est aussi plus de déplacements, plus de pollution, avec un bilan environnemental qui est pas terrible. Je le disais, notre territoire, notre ACCM, d'après les chiffres de la région, est aussi un de ceux qui produit le plus de déchets ménagers, et je vois dans cette délibération qu'on s'intéresse surtout aux capacités de stockage, aux installations, au traitement, à la valorisation, et qu'à aucun moment n'est posé la question du déchet qu'on ne produit pas en fait. Je pense que ça serait intéressant dans le cadre de l'adhésion à cette association de rajouter un volet de réflexion qui est comment produire moins de déchets à l'échelle de la CCF et à l'échelle d'ailleurs de tous les acteurs du territoire de la région. Et donc la question que je pose, c'est est-ce que vous avez déjà une ambition sur cette problématique de gestion, d'empêcher, on va dire, ou d'enrayer la production de toujours plus de déchets ménagers? Et est-ce que vous avez des ambitions précises en termes d'aménagement pour relocaliser à l'échelle de la CCM le traitement de certains déchets? Merci. Merci, M. Jean, pour ces précisions et cette question. Oui, du coup, deux précisions sur la diminution de la production des ordures ménagères. Effectivement, c'est un sujet qu'on doit tous avoir en tête. Après, là, on se met en place, donc il va falloir sur ces dispositifs-là, on peut avoir pas mal de partenaires aussi, donc construire des partenariats, mais là je pense qu'on est vraiment au niveau de l'agglo, parce que comme vous le disiez, c'est vraiment notre agglo qui a des performances qui sont vraiment pas bonnes, et donc déjà d'aller prendre ailleurs, à mon avis, des bons exemples, et voir comment ça marche ailleurs, comment ils ont fait pour réduire leur production de déchets, et peut-être dupliquer ici certaines mesures. On voit par exemple qu'à l'intérieur même de la CCM, il y a des grosses disparités, puisque Saint-Martin-de-Crau est plutôt un bon élève, donc on peut aussi, même à l'intérieur de l'agglo, essayer de dupliquer certaines choses qui ont été mises en place. Donc on y travaille, et dans de prochains conseils communautaires, on pourra en reparler, et d'ailleurs peut-être aussi travailler ensemble, parce que je sais que vous aviez eu, notamment pendant la campagne, des pistes de travail intéressantes sur le sujet des déchets. Donc, voilà, c'est un sujet qui nous intéresse, on l'a toujours dit, tout ce qui pourra aider à améliorer le projet, on sera toujours là. Merci. Et sur la deuxième question de la relocalisation, c'est vrai qu'on y travaille beaucoup, à travailler flux par flux. Sur le tri, vous l'avez dit, il faut avoir des débits importants pour que ça marche, donc c'est pour ça que là on est sur un groupement plus important. Mais sur ce qui sera par exemple les biodéchets, sur le traitement des encombrants, il existe des unités qui sont plus petites, qui fonctionnent avec moins de débit et qui peuvent proposer des choses intéressantes. Donc on y travaille sur la méthanisation avec par exemple des projets d'agriculteurs. On y travaille aussi en partenariat avec le PETR qui a mené une étude là-dessus. Vous l'avez vu dans la délibération qui suivra, le contrat régional. On y a intégré des pistes de réflexion, mais on prend une situation où il y avait peu de projets en cours. Vous le savez, la plupart des déchets sont enfouis à Bellegarde, de la communauté d'agglo. Et donc là, on va être sur des projets qui sont au moins à moyen terme, même si on essaye d'accélérer, mais construire des projets comme ça, trouver les opérateurs, trouver les cofinancements, c'est très long. Mais c'est évidemment des pistes qu'on veut creuser et limiter au maximum les déplacements, puisque
puisque parfois ça peut paraître attractif en termes de coût d'envoyer très loin, mais ça ne nous semble pas très vertueux. Donc on va essayer sur les flux où c'est possible, le plus possible, de les mettre sur notre territoire et de régler aussi la situation des quais de transfert, on en parlait tout à l'heure, qui est quand même aussi une solution, même si elle n'est pas parfaite, mais qui permet quand même aussi de limiter l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement, d'avoir un réseau de quais de transfert sur le nord du pays d'Arles qui soit suffisant pour éviter les transports d'ébène et de trop nombreux camions. Donc voilà, tout ça on pourra en reparler dans des réunions spécifiques. Merci. Merci à vous deux pour cet échange. Avant de passer au vote, Mandy, je vous charge donc de monter une réunion de travail avec tous ceux qui pourraient apporter des solutions et tout particulièrement M. Girard, puisqu'il s'est proposé à cette fin. Merci. On va passer au vote donc d'abord de la délibération numéro 15 qui concerne l'adhésion. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et la numéro 16 qui concerne donc l'étude. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté également à l'unanimité. Nous allons passer à la 17, délibération numéro 17. C'est Rémi Jacot qui va la porter pour nous. Rémi. Donc il s'agit d'une délibération qui porte sur le contrat régional d'équilibre territorial. Donc c'est un contrat que nous avons avec la région. Le fameux traite. Voilà, le fameux traite, effectivement. Donc ça concerne vraiment la clause de revoyure de ce traite. Voilà, donc qui donne lieu à un avenant entre la région d'une part et le PETR qui est nommé comme étant chef de file pour les trois intercommunalités, donc ACCM, Terre de Provence et CCDDA. Voilà. Donc cet avenant modifie la programmation prévue initialement parce qu'il y a des projets qui ont pris de l'avance, d'autres du retard, d'autres qui sont plus ou moins pertinents. Donc voilà, il y a une revoyure de ces projets. Vous avez en annexe le détail de ces projets qui portent sur 5 axes. Donc le premier, c'est l'écomobilité. On peut citer en premier lieu, donc, par exemple, le pôle d'échange multimodal de la gare d'Arles, qui est quelque chose de très important. Donc le deuxième axe, c'est la région neutre en carbone. Donc on peut citer sur cet axe la réhabilitation énergétique de logements dans le cadre de l'OCA, voilà, et la construction de bâtiments techniques pour les déchets. En axe 3, vous avez le moteur de croissance. Bon voilà, il y a quelque chose qui est très intéressant au niveau des papeteries Étienne et qui est dans le trait, c'est la requalification des papeteries Étienne notamment. L'axe 4 est très très important, il concerne le patrimoine naturel réservé. Donc on pense en premier lieu, moi qui étant de Saint-Martin-de-Crau, mais ça concerne Saint-Martin et Arles vraiment, parce que ce canal traverse les deux communes. C'est la restauration du canal de Haute-Crau qui menace de tomber si on n'y fait rien. Donc il y a un budget de 4 500 000 € et là-dedans, le traite participe à hauteur de 20%, ce qui est vraiment, vraiment significatif. En plus, on a un délai de 3 ans, je crois, pour le faire. Et donc ça permettra aussi, à terme, de rénover ce canal et on espère faire des économies d'eau. Voilà. Et ça améliorera la sécurité pour la circulation et la sécurité de l'approvisionnement en eau de nos agriculteurs. Après, sur cet axe de patrimoine naturel réservé, il y a plusieurs déchetteries, notamment la création d'une déchetterie à Arles pour 1 million d'euros. Et vraiment, ça, c'est très très important. Et donc, le CRET participe un petit peu plus que 20% là, sur cet axe-là, participe à 30%. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des actions qui sont réalisées pour les déchetteries. Il y en a plusieurs. Hein, parce que, comme je l'ai dit, le CRET porte sur 3 intercommunalités. Voilà. Et donc, il y a plusieurs déchetteries au niveau du territoire PETR. Ensuite, l'axe 5, c'est le bien vivre ensemble. Donc, mes chers collègues,
je vous demande de bien vouloir approuver les termes de l'avenant du contrat région équilibre territorial Crète 2019-2022 annexé et autoriser la signature de M. le Président de la CCM ou son représentant du avenant du contrat de Crète, ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération et préciser que les crédits des actions sous maîtrise d'ouvrage seront proposés au vote des budgets des exercices. Voilà, donc vous avez en annexe le document avenant donc, de ce contrat. Merci M. Jacquot. M. Girard a demandé la parole. Merci Monsieur le Président. Je souscris, on va dire, à 98% de cette délibération et à l'ensemble des opérations et des objectifs qui sont cités. J'ai une petite remarque sur la programmation opérationnelle du Crète. Je m'étonne encore dans ce genre de délibération où on essaie de trouver un équilibre entre différentes choses, et notamment les questions de l'environnement et prépondérant dans la réflexion, qu'on puisse imaginer que tout ça soit un moteur de croissance, de prospérité à la rigueur pour le territoire, mais la croissance, viser la croissance sur un territoire géographique limité, ça me semble encore une fois une utopie quand on sait que de toute façon, entre la croissance et le nombre d'emplois créés, le gain est très ténu en fonction de ce qu'on fait. Mais ce n'est pas la majorité de l'intervention que je voudrais faire. Vu que dans le fond, cet avenant à une convention qui était déjà existante, j'essaie de retrouver dans les documents de la CCM et dans les archives l'avenant initial, en fait, pour que je puisse comparer ce qui a été proposé en 2019 et ce qu'on nous propose aujourd'hui pour voir ce qu'on avait gagné et ce qu'on avait perdu. Et je le disais tout à l'heure, l'avenant n'était pas annexé au compte rendu de la réunion 2019 sur le site de la CCM, donc j'ai des difficultés à comparer. Ce que je constate, c'est qu'on est resté sur la même somme, qui était, alors je vois la pièce jointe, de la somme totale est de 11 millions d'euros, et qu'on était, je crois, au départ à 26 projets, et qu'on est aujourd'hui à 33, ça signifie certainement que le financement de certains projets a pu diminuer et que de nouveaux projets sont arrivés. Donc j'aurais aimé pouvoir être informé des financements qui avaient diminué pour quel projet, pour en discuter la pertinence. Je vois que vous avez réussi à glisser votre projet de Tauropole dans l'axe 3, un moteur de croissance. Je ne suis pas convaincu que ce soit là qu'on doit chercher des financements pour ce genre de projet et que les problèmes d'environnement, d'équilibre territoriaux se résoudront ailleurs, notamment les problèmes pour les éleveurs qui souffrent plutôt d'un manque de financement par l'Union européenne. On sait que l'Union européenne en France préfère surtout aider, on va dire, l'agro-industrie plutôt que l'élevage traditionnel, et que la disparition des terres agricoles est un élément sur lequel on devrait travailler. Les zones de pâturage se sont réduites de 50 000 € en Camargue entre l'après-guerre et les années 90, et de nouveaux projets arrivent qui vont générer l'exportation d'agriculteurs. Je pense que c'est surtout sur ces sujets-là qu'il faudrait travailler avec cet argent. On nous a parlé tout à l'heure de la préservation des espaces naturels et de la biodiversité. La restauration de la digue du canal de Haute-Faux, effectivement, est une exigence, une obligation pour l'alimentation à notre territoire et pour la nappe phréatique. Mais alors pour le reste des objectifs, on a glissé encore une fois des opérations qui sont liées à la gestion des déchets, mais sur le patrimoine naturel, il n'y a aucune ambition dans cette convention. Il y a des études, alors moi je vous en propose d'autres, une étude sur l'effondrement de la biodiversité sur le territoire, l'ensemble de la Camargue qui est une zone Natura 2000 et 30% des poissons ont disparu. Ça serait intéressant de se poser ces questions-là. Aucune étude sur la dégradation du foncier agricole qui nous permettrait d'avoir une réflexion sur pourquoi pas l'aménagement de futures zones d'activité et sur comment on va résoudre ce problème, on va dire à terme peut-être d'autonomie alimentaire. Une étude sur l'interconnexion des espaces naturels, puisque la fragmentation des habitats est un vrai problème. Sur l'évaluation de la qualité des eaux et la qualité des sols, puisque les polluants sont de plus en plus importants. Donc voilà, sur le patrimoine naturel préservé, honnêtement, c'est inconséquent. Il n'y a aucune ambition dans cette délibération. Et malheureusement, comme je le disais, sur 98% des objectifs, on ne peut que souscrire sur la neutralité carbone et sur l'écomobilité. Donc avec cette réserve près, la présence du Tauropole qui à mon sens n'a rien à faire là, et l'ambition inexistante sur le patrimoine naturel préservé, je m'abstiendrai de voter cette délibération. Merci.
Merci, M. Gérard, pour ces précisions. M. Jacques, vous voulez intervenir? Non, mais je veux juste revenir sur le canal de Haute-Pro, parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'il est tombé, qu'il est sous surveillance, qu'il est échafaudé, et que, en fait, moi qui suis un peu technicien à la base, j'ai du mal à comprendre qu'on n'ait pas encore fait quelque chose. Et je me suis rendu compte que quand on a pris, on était allé à Marseille avec Mme Rayon, et d'autres, en fait le financement n'était pas bouclé à l'époque. Et pourtant ça faisait plus d'1 an qu'on avait le problème. Et on s'est engagé à faire le travail dans les 3 ans. Donc ça c'est du concret. Le fait, nous on a proposé à la région de passer son financement de 10 à 20 et puis nous on faisait un petit effort aussi. Nous ont suivi là-dessus. Donc ça c'est du concret qui va servir nos agriculteurs, qui sert l'environnement quand même, parce que si on a un canal plus étanche, ça sera très bien. Et franchement, c'est très concret. Pour ce qui est des autres actions sur l'environnement, bien entendu, tout ce qui est déchetterie, c'est nécessaire. Voilà. Le moteur de croissance, alors les intitulés cap sur l'écomobilité, une région neutre en carbone, le moteur de croissance, le patrimoine naturel préservé, bien vivre en Provence, ça c'est des axes qui sont donnés par la région. Nous, on n'a pas à revenir là-dessus, on n'a pas à discuter ces axes et on essaye de faire rentrer nos besoins par rapport à ça. Bien entendu, le moteur de croissance, la requalification des papeteries Étienne, si on peut y placer les rencontres de la photo et que ça prenne encore de l'ampleur, c'est quelque chose qui est bon pour l'économie, bon pour la croissance. Et je pense que c'est quand même nécessaire, on peut difficilement discuter de ça. Et en plus, il y a quand même une action sous-jacente, c'est que quand on requalifie, ça permettra de mettre en valeur et de préserver aussi le milieu naturel. Donc, ça permettra de donner des limites à tout ça. Franchement, ce contrat secret, il est, à mon avis, bien étudié. Merci pour cet échange. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc, 1, 2, et le reste est pour. C'est donc adopté. Nous allons passer à la délibération numéro 18 et je donne la parole à notre deuxième vice-président, M. Lucien Limousin. Lucien. Oui, merci, Président. Bonjour, mes chers collègues. Cette délibération concerne l'octroi d'une subvention dans le fonds propre à CCM pour 29 logements sociaux au du théâtre à Tarascon au sein d'une opération d'acquisition et amélioration dans le BFA par 13 habitats de 40 logements. Donc, au titre de la compétence habitat, la communauté d'agglomération dans le programme Arles-Montagnette est délégataire des aides à la pierre de l'État et peut financer également l'acquisition et l'amélioration de logements sociaux sur ses fonds propres, comme le prévoit le deuxième programme local de l'habitat qui a été approuvé le 15 décembre 2016. Notre communauté d'agglomération dispose donc d'une autorisation de programme 2020 d'un montant de 640 000 € destiné à constituer des aides à la pierre en faveur des logements locatifs sociaux et notamment pour favoriser la création de logements locatifs sociaux. Dans ce cadre, il est proposé d'accorder une subvention d'aide à la pierre sur fonds propres à 13 habitats pour l'acquisition et l'amélioration sous forme de vente en état futur d'achèvement, BFA, auprès du promoteur Amitis de 2 îlots anciens vacants comportant des éléments patrimoniaux et actuellement très dégradés situés à Tarascon, îlot du théâtre et îlot Barberin, afin d'y réaliser 40 logements. C'est une opération très particulière puisque dans ces 40 logements, il y aura 10 logements réservés à l'habitat inclusif. Ce quartier est en QPV, quartier prioritaire de l'île. Normalement, donc en QPV, nous n'avons plus le droit de faire des logements sociaux. Mais là, nous avons obtenu l'autorisation des services de l'État pour pouvoir mener cette opération grâce justement au fait que nous y mettons un habitat inclusif qui sera, donc il y aura 10 appartements destinés notamment à des trisomiques qui seront quand même en état d'indépendance et d'autonomie. Et donc, on aura une situation, un programme très particulier. Le montant de la subvention est de 310 000 € et en contrepartie, 10 logements seront réservés pour le contingent ACCM. Et ACCM, vous savez, délègue la gestion des logements de ce contingent aux communes. Voilà, je
Je propose donc, mes chers collègues, d'approuver le versement par la CCM de la subvention correspondante, soit l'octroi d'une aide à la pierre de 310 000 € pour l'opération conduite par 13 habitats, acquisition et amélioration de 40 logements à Tarascon, de demander à 13 habitats l'intégration de 10 logements locatifs sociaux dans le contingent de la CCM et le respect des préconisations en matière de communication et d'autoriser le président ou son représentant à signer au nom et pour le compte de la CCM tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération et préciser que la dépense correspondante est inscrite au budget principal. Merci, M. Limousin. Y a-t-il des explications de souhaitiez? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Cher Lucien, tu gardes la parole pour la numéro 19. Oui, je continue pour la convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain Arles Cœur de Ville. Et tout à l'heure, j'aurai une deuxième délibération qui portera sur le même sujet concernant Tarascon. Donc la communauté d'agglomération Arles-Camargue-Montagnette, compétente en matière d'équilibre social de l'habitat et de politique de la ville, a mis en œuvre successivement à compter de février 2010 deux opérations programmées d'amélioration de l'habitat sur les périodes 2010-2013 et 2013-2018 afin de concourir aux orientations fixées notamment dans son programme local de l'habitat. Une étude pré-opérationnelle menée sur l'année 2018-2019 a conclu sur l'opportunité d'engager une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain sur les secteurs dégradés du centre ancien d'Arles, afin notamment de poursuivre et améliorer les dynamiques de réhabilitation engagées par les précédentes opérations programmées et de produire un renouvellement durable du parc de logements anciens. En parallèle, la ville d'Arles a adopté en 2018 la convention cadre du programme Action Cœur de Ville, portée en binôme avec la communauté d'agglomération de CCM et co-signée par les partenaires financiers qui sont l'État, l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, l'Action Logement et la Banque des territoires. Ce nouveau programme offre l'opportunité de continuer les actions engagées afin d'enrayer les dysfonctionnements urbains du centre-ville d'Arles et de restructurer plus massivement l'habitat. L'OPAH-RU Arles Cœur de Ville constitue le volet habitat du programme Action Cœur de Ville. Dans un souci de cohérence et d'efficacité d'intervention, le périmètre de l'OPAH-RU Arles Cœur de Ville s'inscrit à l'intérieur de celui retenu pour le projet Action Cœur de Ville. Il est donc indispensable de mettre en œuvre une convention d'OPAH-RU afin de compléter les actions engagées. Cette convention définit les modalités retenues par les différents partenaires pour mener à bien un programme d'action sur le périmètre à Arles Cœur de Ville en cohérence avec les objectifs du PLH et de la communauté d'agglomération, la politique communale de la ville d'Arles et la convention ACV. Vous avez donc dans la délibération des différents enjeux de cette opération les objectifs qui sont poursuivis, le périmètre qui est donc défini, qui est formé par les quartiers de la Roquette à l'ouest, République et Forum au centre et de Voltaire à l'est, soit 28 hectares et 2539 parcelles. Vous avez aussi donc des objectifs qui sont énumérés. La durée de la convention est de 5 ans, avec des objectifs quantitatifs qui sont envisagés au total de 110 logements réhabilités en centre ancien, soit 22 par an. Pour ce qui est de l'engagement financier, l'opération au Arles Cœur de Ville sera d'un montant global de 3 726 000 €. La CCM sur fonds propres mettra 708 987 € au titre d'aide aux travaux et 450 000 € au titre de l'ingénierie. L'ANA délègue à la CCM qui gérera donc ces fonds qui seront d'un montant de 2 7 313 €. La région Provence-Alpes Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, au titre des aides aux travaux, donnera 357 909 €. Le département 13, au titre d'aide aux travaux aussi, 237 310 €. Et la ville d'Arles mettra 275 000 €. Quand la CDC, Banque des Territoires, mettra 112 500 € au titre des aides à l'ingénierie. Je vous propose donc, mes chers collègues, d'approuver la convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain appelée Arles Cœur de Ville et d'autoriser le président ou son représentant à signer au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération et de préciser que la dépense correspondante est inscrite au budget principal de l'exercice.
Merci, Monsieur Koukas. Monsieur Koukas. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Limousin, nous retrouvons bien sûr à cette délibération. Si vous pouvez rapprocher le micro, merci. Je disais que nous voterons bien sûr cette délibération. Vous l'avez dit, il y avait eu des dynamiques qui avaient été initiées dans le passé, notamment sur cet aspect de réhabilitation et notamment avec le dispositif Cœur de Ville qui avait été mis en œuvre. Moi, j'avais une question juste précise, Monsieur le Vice-président, puisque la page, alors j'arrive pas à voir les pages, mais on parle à un moment donné d'un outil que nous avons été nombreux au cours des campagnes électorales récentes à proposer, qui est l'outil permis de louer. Puisque vous le savez, le permis de louer, qui avait été créé par la loi Allure en 2014, permet aux communes, ou aux intercos d'ailleurs, d'instaurer une autorisation préalable avant de pouvoir mettre en location un bien immobilier dans un périmètre défini, et ça correspond d'ailleurs à ce qui est évoqué, mais vous évoquez une possible réflexion. Donc je voudrais avoir un positionnement parce qu'on sait que le permis de louer permet de répondre justement à des logements qui sont trop souvent insalubres. Vous le savez, et notamment dans des communes avoisinantes, dont la vôtre, mais à Vauvert, à Beaucaire, les différentes municipalités viennent de le mettre en place, et ça dépasse d'ailleurs largement le cadre politique des maires qui en ont à la charge. Mais on sait que c'est un bon outil qui fonctionne et qui permettrait d'ailleurs comme à Tarascon, puisque vous allez rapporter une délibération tout à l'heure sur Tarascon, et de lutter contre le mal logement qui est au cœur de ce dispositif, encore une fois, qui est le permis de louer. Donc je voulais en savoir plus sur vos intentions, puisque là on reste un peu dans le flou. Voilà, c'est juste cette remarque. Pardon si la délibération laisse penser que nous sommes dans le flou. Non, c'est parce que c'est écrit. En fait, c'est parce qu'en fait, vous dites tout simplement, je vous cite, une réflexion possible. C'est ça. Non, mais la réflexion est en cours. Il y aura, à titre expérimental, sur l'exercice 2021, un permis de louer qui sera mis en place sur Tarascon, parce que Tarascon est prêt à le mettre en place et qu'il y a encore quelques formalités à accomplir pour le proposer à toutes les autres communes. Et nous aurons une expérimentation qui va se dérouler sur l'exercice 2021. Et au terme de cette expérimentation, si on se rend compte qu'elle est vraiment utile, eh bien, nous la proposerons à toutes les communes de la CCM. Mais il est clair que nous, comme vous, nous pensons que le permis de louer sera un outil qui sera particulièrement efficace, notamment pour lutter contre les marchands de sommeil. Et donc nous avons nous mettrons en place cette expérimentation qui sera à la disposition de la CCM si les conclusions s'avèrent utiles. Oui, sur ce plan-là, je tiens à rassurer M. Koukas, effectivement, il y a une a priori très favorable pour ce permis de louer. Voilà, donc la réflexion est en cours et elle pourrait aboutir. Je tiens à préciser, cependant, comme vous l'avez dit, que l'action Cœur de Ville est l'émanation d'un plan d'État qui a été commencé par l'ancienne mandature, mais qui, sur le plan du logement et de l'aide au logement, était un peu léger. Nous avons eu des remarques, d'ailleurs, des organismes de ce plan, qui nous ont fait remarquer que nous pourrions être un peu plus, je dirais, nourris sur le plan du logement. Donc, nous profiterons de ce plan OPH rue pour renforcer sur le cœur de ville l'aspect aide au logement, restauration de logement et de l'habitat. Donc si vous en êtes d'accord, on peut peut-être joindre la 19 et la 20, puisque le procédé est le même, il n'y a que les chiffres qui peuvent échanger. Oui, peut-être. Ça explique un petit peu sur Tarascon et puis je ferai voter la 19 et la 20. Okay. Donc, je ne reviendrai pas sur le détail de l'opération, puisque c'est exactement la même chose sur Tarascon, simplement pour définir le périmètre qui est le centre ancien historique de la ville, élargi de part et d'autre des boulevards Le Saint-Durand, et élargi aussi au quartier de la Gare, des Ferrages, et également à l'entrée du centre-ville, au route d'Avignon, soit sur cette opération porte sur 51 hectares et 2189 parcelles. Les enjeux sont les mêmes, la durée de la convention aussi est sur 5 ans, et les objectifs quantitatifs envisagés sont au total de 130 logements réhabilités en centre ancien, soit 26 par an. Sur le montage financier,
Si à Arles c'était 3,7 millions, à Tarascon ce sera 4,8 millions, 4 872 074 euros. La CCM sur fonds propres mettra 1 48 343 euros et 450 000 euros hors taxe au titre de l'ingénierie. Les fonds délégués de l'ANA gérés par la CCM seront de 2 694 433 euros. La région PACA, au titre d'aide aux travaux, donnera 402 084 euros. Le département, au même titre, 247 814 euros. La ville de Tarascon mettra 350 000 euros et la CDC Banque des Territoires 112 500 au titre des aides à l'ingénierie. Voilà, Président, Merci. Et donc, on va délibérer sur la 19 qui concerne Arles d'abord. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Et concernant la même opération au Paru sur Cœur de Ville sur Tarascon, qui s'abstient? Qui est contre? C'est donc également adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Lucien Mélusin, qui garde la parole pour la 21. Oui, il s'agit d'une convention financière avec le Conseil régional concernant l'avance par CCM de subventions régionales. Donc la présente délibération a pour objet l'approbation de cette convention financière qui lie donc la région PACA et la CCM, et elle vient affermir et compléter la convention au PH-RU Arles-Cœur de Ville 2021-2026, avec laquelle la CCM s'engage notamment pendant toute la durée de l'opération à réaliser la gestion et l'attribution des subventions pour la région. L'avance maximum de subvention sera de 357 909 euros et nous aurons donc à déposer un dossier de demande de remboursement à minima une fois par an auprès de l'institution régionale. La durée de la convention aura prise d'effet à compter de la date de sa notification par la région et prise de fin à l'extinction des paiements des subventions engagées par la CCM pour le compte de la région dans le cadre de l'OPH-RU et de leur remboursement par la région. Donc je vous demande, mes chers collègues, d'approuver la convention de financement annexée à la présente délibération entre le Conseil régional et la CCM, permettant à la CCM de faire l'avance des subventions régionales et d'autoriser le président ou son représentant à signer au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération cette convention ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération et de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. Donc là, on voit bien que ce sont des délibérations qui permettent la construction de ce qu'on s'est dit précédemment. Y a-t-il des abstentions, des voix contre? C'est donc adopté. Même process pour la numéro 22. Oui, qui concerne donc cette fois l'opération d'OPH Cœur de Ville de Tarascon avec la région, et l'avance maximum est de 402 084 euros. Et donc, même chose, approuver la convention et autoriser le président à signer et préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. Abstention? Non. Voix contre? Non. C'est donc adopté. La 23. Autorisation de crédit de programme et crédit de paiement sur les fonds délégués de l'État dans le cadre de la convention de délégation de compétences pour la gestion des aides publiques à la pierre. Au titre de cette compétence, Habitat, et dans le cadre de la convention de délégation de compétences pour la gestion des aides publiques à la pierre de l'État, la communauté d'agglomération Arles-Caucamargue-Montagnette est gestionnaire de l'enveloppe financière déléguée de l'État pour le financement du logement locatif social du parc public. Chaque exercice fait l'objet d'une enveloppe financière. ACCM a retenu cette action de soutien financier sous la forme d'autorisation de programme et de crédit. Et compte tenu des opérations de fin d'exercice 2020, il convient de réajuster les crédits de paiement de l'année 2020 en fonction du tableau qui vous est mis dans la délibération. Et donc je vous demande de bien vouloir constater la clôture des autorisations de programme des années 2012 et 2015 selon les crédits de paiement tels que présentés dans le tableau, d'approuver les autorisations de programme et crédits de paiement tels que présentés dans le tableau ci-dessus et de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de l'exercice. Merci. Qui est contre?
Qui s'abstient? C'est adopté. Je garde la parole pour la 24. Oui, c'est la même délibération qui nous demande donc de tenir compte des opérations de fin d'exercice 2020 et il convient de réajuster les crédits de paiement de l'année 2020 pour la délégation des aides de l'État, de constater donc la clôture des autorisations de programme des années 2012 et 2014 selon les crédits de paiement tels que présentés dans le tableau qui est dans la délibération et d'approuver les autorisations de programme de crédit et de paiement tels qu'ils sont présentés dans ce même tableau et de préciser que les crédits sont inscrits au budget principal de l'exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le numéro 25. Oui, on continue dans le cadre du budget principal. Ce sont des délibérations qui sont à caractère comptable. Et là, il s'agit d'autorisation de programme et crédit aussi relative à la deuxième opération programmée d'amélioration de l'habitat communautaire 2013-2018, modification de la délibération 2020-63. Il s'agit de constater la fin du dispositif le 31 décembre 2018. L'enveloppe financière s'établit à 5 671 700 €, dont 3 065 000 pour les fonds propres à CCM, 1 514 200 pour le conseil régional et 1 92 500 pour le conseil départemental. Et je vous demande donc d'approuver la modification de l'autorisation de programme et crédit de paiement tel que présenté dans le tableau qui est pris dans la délibération et de préciser que les crédits sont inscrits au budget principal de l'exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Il en va de même pour la 26. Alors la 26, c'est pour une autorisation de programme et de crédit de paiement pour la construction de l'aire d'accueil des gens du voyage à Saint-Martin-de-Croix, modification de la délibération 2019-194, au titre de la compétence gens du voyage et des prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône, et d'ailleurs actuellement en révision. La communauté d'agglomération Marle-Pont-Camargue-Montagnette a validé la construction d'une aire d'accueil des gens du voyage à Saint-Martin-de-Croix et retenu cette action sous la forme d'une autorisation de programme et de crédit de paiement. Compte tenu des opérations de fin d'exercice 2020, il convient de réajuster les crédits de paiement de l'année 2020. Alors vous avez, donc ce sera une aire d'accueil de 20 à 25 places qui sera réalisée sur la commune de Saint-Martin-de-Croix et qui permettra donc de répondre aux prescriptions du schéma notamment en régularisant l'aire d'accueil non réglementaire déjà existante. On voit que l'autorisation du programme porte sur 1,2 million et qu'il y a des crédits de paiement qui s'échelonnent de 2020 à 2023. Et donc je vous demande d'approuver la modification de l'autorisation de programme et crédits de paiement tel que présenté dans le tableau qui est joint et de préciser que les crédits sont inscrits au budget principal de l'exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous revenons sur Tarascon, Lucien. Oui, la numéro 27. C'est pour le projet de renouvellement urbain pour le quartier centre historique et ferrage à Tarascon, le cadrage des orientations et des objectifs financiers. 2 des 4 quartiers prioritaires villes de la ville QPV de la CCM sont inscrits dans la liste des sites éligibles au nouveau programme national de renouvellement urbain. Au titre des opérations régionales, il s'agit de Barriol-Arabe et du centre historique ferrage à Tarascon. Le renouvellement urbain s'intègre pleinement dans les orientations du contrat de ville de la CCM, en particulier celle concernant la requalification de l'habitat et du cadre de vie. La première étape du projet de renouvellement urbain a résidé dans l'adoption d'un protocole de préfiguration étroitement lié à la politique de la ville dont il constitue une des annexes du contrat de ville 2015-2022. Il a permis à CCM en tant que porteur de projet d'engager des études préalables à l'élaboration d'une convention pluriannuelle avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en rue. Dans ce cadre, le programme de travail ainsi réalisé a permis d'aboutir à la formulation d'un projet de renouvellement urbain partagé pour le quartier centre historique et ferrage validé en comité d'engagement régional en rue le 16 octobre dernier. Dans ce cadre, il est proposé de présenter et de cadrer les orientations et objectifs urbains et financiers du programme de rénovation urbaine du centre historique ferrage de Tarascon. Vous avez donc la délibération qui vous donne les orientations du programme à l'échelle du périmètre centre-ville et ferrage de Tarascon, qui
qui est de soutenir l'attractivité du territoire, d'améliorer la gestion des flux et stationnement des véhicules, de favoriser les liens sociaux par la mise en place d'échanges entre les acteurs du quartier, ainsi que la mixité sociale et intergénérationnelle. Et puis vous avez aussi la synthèse du programme urbain, les études menées au cours de la phase de protocole ainsi que l'articulation établie avec le programme Action Cœur de Ville ont conduit à CCM et la ville de Tarascon à concentrer les moyens du PNRU sur le quartier des Ferrages et son lien avec le centre historique. Au niveau des engagements prévisionnels financiers, le programme OPA-RU sur le PPNRU sur Tarascon porte sur un total de 14 450 000 euros d'investissement global. La ville de Tarascon mettra 2 581 126 euros. La CCM 1 896 949 euros. Le conseil départemental 2 824 445 euros. Le conseil régional 1 367 000 euros. Le bailleur social, la SYMPA, et merci de sa présidente, 2 796 101. La caisse des dépôts, 122 500 euros. Et l'ANRU, 2 871 508 euros. Voilà, l'ensemble des opérations qui sont programmées devra être engagé avant l'exercice 2024. Je vous propose donc, mes chers collègues, d'approuver le principe du programme de rénovation urbaine du quartier centre historique Ferrages de Tarascon, de prendre acte des orientations, objectifs et engagements financiers à envisager dans le cadre de ces opérations et d'autoriser le président ou son représentant à signer les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci, M. Libouzin. Y a-t-il des voix contre? Abstention? Donc c'est donc adopté. Je me signale que nous travaillons actuellement d'arrache-pied pour qu'il y ait cette même opération sur le quartier Bariol à travers le programme En Rue, puisqu'un grand retard avait été pris sur ce quartier et la rénovation de ce quartier. Nous espérons pouvoir monter complètement ce dossier d'ici à la fin de l'année pour pouvoir changer l'usage de Bariol. Nous passons à la délibération numéro 28 et je la confie à Mme Martine Maupe. Bonjour à tous. Oui, donc il s'agit de la signature de l'avenant numéro 1 à la Convention de partenariat et du financement du comité d'itinérance de la Méditerranée environ, partie française de l'Euro-Vélo 8, EV8, grand itinéraire cyclable européen de 7500 km reliant Cadix en Espagne et à Izmir en Turquie, qui vise entre autres l'intégration de nouveaux partenaires, l'intégration de la CCM en tant que partenaire pour l'année 2020, votée par le Conseil communautaire du 11 décembre 2019, n'a pu être effective sans l'évolution de certains articles qui régissent la convention susnommée et qui ont été révisés dans l'avenant précité. Cette convention permet donc de participer à l'élaboration de la stratégie marketing et de bénéficier des actions de mise en œuvre dans ce cadre et de mutualiser des moyens pour l'aménagement, la communication et la coordination de l'EV8. Considérant que le montant de cette contribution financière annuelle s'élève à 5 000 euros TTC pour l'année 2021, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir approuver l'avenant numéro 1 à la Convention de partenariat et de financement du comité de la Méditerranée à vélo, portant modification des statuts ainsi que le versement de la contribution financière annuelle correspondante d'un montant de 5 000 euros TTC pour l'année 2020. Merci. Y a-t-il des explications que vous souhaitiez avoir, supplémentaires? Non. Abstention? Voix contre? C'est adopté à l'unanimité. Vous gardez la parole, Mme Martine Mourgue, pour la numéro 29. Oui, alors là, il s'agit de l'adhésion à Apidae Tourisme, qui constitue à la fois un réseau, une plateforme de données touristiques en ligne et des services.
Compte tenu de la création d'une société coopérative d'intérêt collectif anonyme à capital variable pour doter le réseau Apidae d'une personnalité juridique propre, celui-ci ayant dorénavant pour dénomination Apidae Tourisme, il convient de retirer de la libération numéro 2019-223 du 11 décembre 2019 qui concernait l'adhésion de la CCM à un réseau Apidae piloté par la région Rhône-Alpes. Donc je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir approuver l'adhésion de la communauté d'agglomération Arles-Procamargue Montagnette à Apidae Tourisme, SCIC SA à capital variable, 6 au 11 BPRH 69 002 Lyon, ainsi que le versement de sa contribution financière annuelle correspondante de montant de 450 €. Soit 740 € TTC pour l'année 2021. Merci. Quelqu'un est-il contre cette délibération, cette adhésion? Pas d'abstention. C'est donc adopté également à l'unanimité. Et vous gardez à nouveau la parole pour le numéro 30. Il s'agit d'une demande de subvention de l'association Maison de la Transhumance pour soutenir le développement du sentier de grande randonnée GR69, Arles, de Arles-Borgo San Dalmazzo en Italie, homologué à l'été 2020 et la valorisation des métiers, des produits du patrimoine et la transhumance commune sur le territoire. Il est proposé d'accompagner financièrement l'association Maison de la Transhumance de la valorisation du projet Laronto à Arles et Saint-Martin-de-Pau. Je vous demande donc, mes chers collègues, de pouvoir approuver l'octroi d'une subvention de 2 500 € à l'association Maison de la Transhumance. Question? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Je vais passer la parole maintenant à M. Jalabert pour la délibération numéro 31. Merci Monsieur le Président. Il s'agit d'une cession d'une parcelle à la SCI des Flots Bleus. Alors l'entreprise Azure Trade, qui est située à Saint-Rémy-de-Provence, est une PME spécialisée dans la collecte et le traitement et la valorisation des déchets. Elle propose également des services de transport des déchets, location de bennes, de conteneurs et de presse à balles. Elle compte 10 salariés. Afin de lui permettre de développer son activité et ainsi de créer 5 emplois supplémentaires sur notre territoire, ACCM a accepté de lui vendre une parcelle d'environ 1 hectare au sein du parc d'activité de Roubian. Alors le prix de vente de cette parcelle est de 159 035,64 € et ça va permettre donc à Azure Trade d'ouvrir une antenne sur Tarascon. 10 emplois seront créés et sur ce site sera installée une annexe de la ressourcerie du Pays d'Arles ainsi qu'un service à la population qui est assez intéressant puisque c'est la collecte gratuite chez les particuliers de matériaux de chantier et la réutilisation de ces derniers. Donc on espère que d'une part ça soulagera les déchetteries de notre territoire et surtout que ça évitera les dépôts sauvages. Voilà. Quelqu'un souhaite-t-il avoir des explications sur ce point? Non. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité adoptée. Merci. Je vais passer la parole à la réponse pour porter la délibération numéro 32. Merci, Monsieur le Président. La présente délibération se rapporte à un accord cadre avant de commande pour l'attribution de titres au restaurant au personnel communautaire à compter du 1er janvier 2021. 2 offres jugées valables ont été reçues et dûment analysées. Le montant de ces titres au restaurant reste d'une valeur de 9 € et bénéficie à 240 agents de la CCM et pris en compte 60% par ACCM, 40% par exemple. Alors, la quantité annuelle minimum des titres est fixée à 30 000 titres et la quantité maximum annuelle à 4 000 titres. Considérant l'avis d'appel public à concurrence envoyé à la publication le 19 octobre 2020 sur le profil acheteur au board, publié le 21 octobre 2020 et au jour, publié le 23 octobre 2020.
considérant à l'exception des 2 offres jugées recevables, suite à l'analyse de ces 2 offres, conformément aux critères du jugement énoncé dans le règlement de consultation, la commission d'appel d'offres réunie le 26 novembre 2020 a attribué l'accord cadre à la société UP avec une quantité minimum annuelle de 30 000 titres et une quantité maximum annuelle de 80 000 titres. Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir approuver l'attribution de l'accord cadre à l'encourant mono-attributaire pour la fourniture, gestion et livraison de titres restaurants papier dématérialisés à la société UP, avec une quantité donc minimum annuelle de 30 000 titres et une quantité maximum annuelle de 80 000 titres. De préciser que le présent accord cadre est conclu à compter du 1er janvier 2020 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure pour une durée de 12 mois. Il pourra être reconduit 3 fois de manière tacite par période successive de 12 mois. Je vous demande également d'autoriser le président ou son représentant à signer au nom et pour le compte de la CCM les marché et les pièces afférentes, ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Chers collègues, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à présent à notre première vice-présidente, Mme Marie-Rose L'Excellente, pour porter la délibération numéro 33. Il s'agit de l'accord cadre à bon de commande pour la fourniture de carburant destiné au fonctionnement des services ACCM. 5 candidatures ont été déposées. Le marché est attribué à la société Total Marketing sans montant minimum ni montant maximum. Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir approuver l'attribution de l'accord cadre pour la fourniture de carburant des véhicules légers de la communauté d'agglomération à la société Total Marketing France sans montant minimum annuel et sans montant maximum annuel. De préciser que l'accord cadre est conclu à compter du 1er janvier 2021 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure pour une période initiale de 12 mois reconductible tacitement 3 fois. Et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer au nom et pour le compte de la CCM le dit marché et les pièces afférentes ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de l'exercice. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Marie-Rose, tu gardes la parole pour la 34. L'attribution de compensation définitive 2020. En application des dispositions du Code général des impôts, la communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Avec la crise sanitaire, l'évaluation des charges transférées pour la prise de compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines au 1er janvier 2020 n'a pas pu être réalisée dans les 9 mois qui ont suivi ce transfert. Pour ne pas mettre les EPCI en difficulté, la 3e loi de finances rectificative 2020 prolonge jusqu'au 30 septembre 2021 la possibilité de réunir la commission locale d'évaluation des charges transférées pour la détermination du coût net des transferts. Dans ces conditions, le montant de l'attribution de compensation définitive 2020 pour les communes de l'agglomération est identique au montant provisoire qui a été voté lors du Conseil communautaire de janvier dernier. La CLEC se réunira courant 2021 pour déterminer l'impact financier de ce transfert. Donc vous avez au dos le tableau qui vous montre et vous avez une régularisation de l'allocation de l'attribution de compensation 2019 versée en 2020 suite à l'instauration de la taxe de séjour pour Tarascon d'un montant de 61 454 € et pour Boulbon 7 078 €. Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir fixer des attributions de compensation définitive 2020 à verser aux communes membres de la communauté d'agglomération telles que je vous ai présentées. Merci. Y a-t-il des commentaires, des explications? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Marie-Rose, la numéro 35. Alors la 35 et la 36, ce sont les budgets eau et assainissement. Donc je vais vous lire le premier morceau et puis ensuite on changera uniquement les montants. Ces délibérations devront être signées par un paragraphe qui passera tout à l'heure
contrat d'affermage pour la délégation du service public de l'eau et de l'assainissement passé avec la SOR s'accompagne d'inscriptions budgétaires sur le budget annexe de l'agglomération pour une recette de fonctionnement. Le délégataire doit en effet reverser à l'agglomération les recettes qu'il a encaissées pour le compte de cette dernière et une dépense de fonctionnement. La communauté d'agglomération verse au délégataire le montant de la rémunération qui a été défini contractuellement pour les parcs eau et assainissement. Comme le résultat d'exploitation du délégataire est arrêté en N+1, les ouvertures de crédit au budget annexe eau et assainissement de l'année N reposent sur des estimations. Ainsi, le règlement financier du contrat prévoit de reverser sur le budget N le solde définitif issu du résultat d'exploitation N-1 et des cartes à compte au titre de l'année N pour le reversement à la collectivité des recettes encaissées par le délégataire et pour la rémunération des délégataires. Les crédits votés au budget primitif sur la base de ces estimations étant insuffisants en dépenses et en recettes, il est nécessaire d'ajuster les enveloppes budgétaires par cette décision modificative. Pour un montant pour le budget de l'eau de 1 721 €. Pour information, les montants versés au titre du solde de l'année 2019 sont de 1 677 241,64 € pour les recettes reversées à l'agglomération et de 1 173 081,19 pour la rémunération du délégataire. Je continue peut-être pour le budget annexe de l'assainissement, donc ce sont les mêmes causes. Et donc là, il est nécessaire d'ajuster les enveloppes budgétaires par cette décision modificative pour un montant de 813 496 €. Pour information, les montants versés au titre des soldes de l'année 2019 sont de 1 720 997,73 pour les recettes reversées à l'agglomération et de 1 141 227,60 € pour la rémunération du délégataire. C'est bon? C'est bon. Merci. On va donc se prononcer sur les deux délibérations successives, la 35 et la 36, puisqu'elles ont été enchaînées. Sur la 35, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Sur la 36, qui est contre, qui s'abstient, adopté également à l'unanimité. Marie-Rose, tu gardes la parole pour la 37. Alors la 37 sont les finances, budget annexe, zone d'aménagement du site des papeteries Étienne, décision modificative numéro 1. En raison d'une erreur matérielle dans la construction du budget primitif 2020 du budget annexe de la zone d'aménagement du site des papeteries Étienne, les opérations d'ordre de transfert entre sections ne sont pas équilibrées, alors que l'instruction comptable N14 l'impose. Par conséquent, il est proposé de procéder à la modification de la répartition des crédits par chapitre au sein de la section de fonctionnement avec les écritures budgétaires suivantes. Chapitre 74 en recettes, subvention d'exploitation, diminution de 371 476 €. Et en chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, hausse de 371 376 €. En dépenses, chapitre 65, autres charges de gestion courante, diminution de 100 €. Alors diminution parce que vous voyez que sur les deux chiffres que je vous ai annoncés, il y a 100 € de différence. Il faut qu'on rétablisse l'équilibre. Explication. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. La 38. Marie-Rose. Alors, c'est le vote des finances aussi. C'est un vote par anticipation des ouvertures de crédit d'investissement au 1er janvier 2021 au budget principal et au budget annexe de l'eau et de l'assainissement et des transports.
où le budget primitif n'a pas été adopté avant le 1er janvier, le Code général des collectivités territoriales permet à l'exécutif d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts lors du budget précédent, sur autorisation de l'Assemblée délibérante. Par conséquent, dans l'attente du vote du budget primitif 2021, il est proposé au Conseil communautaire d'ouvrir les crédits d'investissement détaillés dans la présente délibération pour les montants et les affectations définies. Cette mesure concerne le budget principal, les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement et les transports. Donc vous avez tout le tableau, on vote pour que la CCM puisse payer tout ce qu'il y a à payer tant que le budget n'est pas fixé. Et donc c'est 25% des sommes de l'année d'avant. Merci. Qui s'abstient? 2, 3. Qui est contre? Donc c'est adopté pour le reste. Merci. Passons à la 39. Et je passe la parole, merci Marie-Rose. Je passe la parole pour la 39 pour porter cette délibération à Marie-Amélie Ferrand-Cossiat. La CCM. Ça marche. La CCM a pour objectif, dans le cadre de sa délégation de transport et mobilité, de favoriser le report modal dont le territoire a tant besoin pour désengorger la ville du trop grand nombre de véhicules qui l'écoutent. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de se doter d'un pôle d'échange multimodal qui doit constituer une interface entre la réception des flux ferroviaires et des lignes de car urbain et les transports collectifs ainsi que les modes qui desservent le territoire de la CCM. Au-delà de l'amélioration des différentes fonctionnalités des services de transport, le projet de pôle d'échange multimodal a également pour ambition d'améliorer l'environnement urbain immédiat de la gare. Pour conduire un tel projet, l'organisation générale du bâtiment voyageur de la gare et son parvis doivent être repensées au regard de l'ensemble des fonctionnalités liées à la mobilité. Le stationnement automobile des véhicules particuliers, les modes actifs, la coordination des offres de transport public routier et leur accès vers les transports ferroviaires et fluviaux. L'ensemble des partenaires, ACCF, Ville d'Arles, Région Sud, SNCF Gare et Connexion et SNCF Mobilité affirment leur volonté de définir de manière concertée et dans leur périmètre de maîtrise d'ouvrage respectifs les projets pouvant concourir à améliorer les conditions d'accueil des usagers des transports publics et des mobilités actives et à redynamiser le quartier de la gare d'Arles. Le protocole d'intention générale qui fait l'objet de la présente délibération précise les attentes, les besoins, les objectifs communs et définit une gouvernance et un mode opératoire partagé. Merci. Explication, question, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adapté à l'unanimité. On en a fini avec l'ordre du jour. Je voudrais vous remercier de cette participation active, M. Girard. Je souhaiterais, si on a fini avec l'ordre du jour, vous poser une petite question. Oui. Non, j'attends pas la réponse aujourd'hui forcément, mais plutôt que de vous la poser 2 jours avant et dans une réflexion peut-être pour la séance prochaine. Merci beaucoup de me redonner la parole. Encore une fois, au sujet de l'agriculture sur notre territoire, qui est certainement un moment charnière avec des changements profonds de pratique, l'arrivée du bio évidemment, une résistance forte d'une partie de la profession à rencontrer sur les pratiques à base de chimie, avec des balbutiements au niveau même de l'État sur ces sujets, des produits qu'on autorise, des produits qu'on interdit, qui n'aident pas à la réflexion ni des acteurs économiques, ni des agriculteurs eux-mêmes. Une difficulté forte pour les jeunes agriculteurs actuels à s'installer, qui sont souvent eux-mêmes d'ailleurs les moteurs de la transition vers le bio. Un modèle économique pour l'agriculture qui a peu de souffle, 14 milliards, le premier budget de l'Europe, c'est celui de la PAC, avec un décalage extrême des agriculteurs pour certains locaux qui vont toucher des centaines de milliers d'euros de subventions et une partie qui vont toucher les miettes. Donc les éleveurs notamment qui sont les parents pauvres de cette PAC. Donc il y a un malaise agricole qui existe mais qui ne touche pas tous les agriculteurs de la même manière. Il y a des enjeux forts qui vont arriver sur le territoire avec les changements climatiques
peut-être la crise du pétrole qui va nous obliger à repenser nécessairement la question de l'autonomie alimentaire. Actuellement, il y a eu quelques affaires qui ont malheureusement, on va dire, mal fait parler d'eux une partie de la profession agricole. Loin de moi l'idée évidemment de jeter l'opprobre sur l'ensemble de cette profession. Je pense au procès qui a eu lieu en Camargue sur l'utilisation de pesticides interdits par certains agriculteurs qui ont pollué les eaux de surface. Le scandale de certains travailleurs détachés traités indignement sur certaines propriétés. Et monsieur Raviol, il y a quelques semaines en conseil municipal, nous a dit au sujet de l'autoroute que les agriculteurs étaient pour cette autoroute. Et entre-temps, j'ai pu lire dans la Provence et dans la Marseillaise les interventions de monsieur Mazel, président du syndicat d'agriculteurs, et du président de la Chambre d'agriculture, donc dans la Provence et la Marseillaise, des avis totalement divergents sur ce sujet, qui s'inquiétaient donc de la disparition des terres agricoles, ce qui fait dire qu'il y a certainement un décalage entre la gouvernance de la CCM et la réalité de terrain et la réalité que vivent les agriculteurs. Donc, dans la mesure où l'agriculture est une délégation communautaire, vous avez déjà posé la question de la disparition des terres agricoles. Je vous laisse à la réflexion pour le mois prochain pour en savoir plus sur la doctrine de la CCM sur l'ensemble de ce sujet. Vous avez malheureusement dans le nouveau règlement fait disparaître l'article 35 sur les missions d'information et d'évaluation. Et je vous laisse à la réflexion pour le mois prochain pour savoir à quel endroit, dans quelle commission, on pourra produire ensemble, pour le bien du territoire et tous les agriculteurs, un projet partagé sur ce sujet dans lequel la réflexion de l'ensemble des élus, majorité et opposition aura sa place. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Raviol, vous voulez intervenir ? À donner à monsieur. Parce que la première, c'est que si on écoute même Bertrand Mazel, il serait d'accord pour qu'on double l'autoroute sur place telle qu'elle est aujourd'hui. Ça ferait plaisir à la commune d'Arles, parce qu'on élargirait la commune, le port, on élargirait le passage sur Arles avec tous les problèmes de danger qui figurent cette route. C'est quand même pas mal. Donc moi je trouve que quand j'ai dit l'autre jour que justement nous étions pour le contournement autoroutier, parce qu'on est pour le contournement autoroutier, le souci c'est qu'il y a plusieurs tracés. On a regardé pendant plus d'un an et demi avec la DREAL le tracé qui souffrirait le moins pour les agriculteurs. C'est pour ça que moi j'ai travaillé pas mal là-dessus et on est arrivé quand même à un tracé qui minore l'impact sur l'agriculture. Je voudrais dire aussi, monsieur, que depuis tout à l'heure, vous nous dites que la Camargue, les oiseaux s'envolent, que l'agriculture, on en a assez de ces agriculteurs qui sont agriculteurs industriels. Ce n'est pas le cas parce que les agriculteurs camarguais et les agriculteurs en général font très attention. Alors évidemment, vous avez cité un cas, et je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut faire des exemples. Nous sommes d'accord. Mais en général, l'agriculture camargaise au bout de pro fait très attention à l'environnement, en particulier la pro avec l'arrosage des prés et les prés, puisque c'est de l'agriculture environnementale, les prés. Si on nous écoute, on va revenir à l'agriculture au cheval et à la charrue, mais je crois que ça a eu lieu et nous ne sommes plus dans cette configuration. Si les agriculteurs ont reçu beaucoup de subventions, et moi je peux vous assurer que depuis le départ de 92, j'étais contre ce système parce que c'est pernicieux et nous devenions tributaires de l'administration. C'était une erreur manifeste d'avoir modifié ça. Alors je vous signale qu'aujourd'hui, l'agriculture même ne touche presque plus rien parce que les subventions européennes ont descendu de plus de 3 quarts. Donc, si monsieur, je peux vous sortir ma cotisation, vous verrez que des années 3 quarts. Je voudrais rajouter aussi que, concernant la disparition des oiseaux, vous êtes en particulier responsable aussi, l'environnement, parce que
Par exemple, concernant le Grand Gassier où nous avions les flamants roses qui nichaient, l'environnement a voulu se servir tout seul pour conserver cet étang. On a séché l'étang, l'étang est devenu salé, les prédateurs ont pu venir, puisqu'il n'y avait plus d'eau, ont pu venir sur les nids pour embêter les oiseaux quand ils nichaient. Donc les oiseaux sont partis, ils sont maintenant, ils nichent sur le Côte-du-Roi. Donc vous voyez que c'est plus complexe. Si on veut sauver la Camargue, il faut que, pas que l'environnement soit seul, mais il faut qu'on soit tous ensemble pour restaurer cette Camargue. Merci. Merci. Monsieur Girard, vous voulez à nouveau intervenir. Prenez tout votre temps. Monsieur Rajol, loin de moi l'idée de vous agresser, l'idée c'était de construire un projet commun sur l'agriculture. Donc Monsieur Mazel, je ne sais pas peut-être qu'il vous dit en off des choses, mais permettez-moi d'écouter uniquement quand j'ai la preuve de ce qu'il a dit directement. Je ne sais pas effectivement ce qu'il a pu vous dire. Sur la qualité de l'eau en Camargue, vous savez comme moi la difficulté qu'on a en termes hydrauliques sur le Val-Carès et qui est notamment liée à la teneur en pesticides sur ces eaux. Sur l'étang du Grand Gassier, quand il y a une nouvelle gestion, c'était plus l'eau qui rentrait dans les failles avec une nouvelle affectation des terrains au conservatoire du littoral. Et l'eau venant du canal, justement sur le bout de la bref, était de tellement mauvaise qualité à cause des pesticides qu'on ne pouvait plus la mettre dans les temps où nichent les flamants roses. Donc ce n'est pas les environnementalistes qui ont provoqué la disparition des flamants roses. Depuis 60 ans, où le flamant rose est un animal anecdotique en Camargue, donc menacé, ils ont provoqué son retour, sa nidification, et ça a permis, en termes de patrimoine et d'image sur le territoire, d'acquérir un nouveau statut. Donc n'accusez pas les environnementalistes de choses qu'ils n'ont jamais faites, c'est un vrai mensonge. Mais quant aux autres scandales, nous sommes tout à fait d'accord sur le fait qu'il ne faut pas du tout jeter l'opprobre sur l'ensemble de la profession. Pour les subventions agricoles, il y a un site internet qui est dédié à ça, où on peut voir exploitation par exploitation ce que touchent les agriculteurs. Je n'ai pas ici les données, mais je les ai consultées il y a quelques jours. Donc pour certains, ne vous inquiétez pas, c'est des centaines de milliers d'euros. Je ne connais pas votre cas particulier, je ne m'y suis pas intéressé évidemment. Mais les éleveurs, certains sont en grande difficulté. C'est ce que je voulais mettre en évidence. Loin de moi vraiment l'idée d'entrer dans un conflit, je voulais dire qu'il y avait peut-être un décalage entre une situation personnelle et une situation globale. C'est vraiment un enjeu de territoire important. On est la plus grande commune de France à Arles et la CCM est un territoire dans lequel on a une agriculture diversifiée, de qualité. Mon but c'est vraiment de tirer tout ça vers le haut plutôt que de faire des petites attaques personnelles et de dire que voilà, il n'y a plus de commission, l'article 35. C'est un sujet essentiel pour notre territoire. Où est-ce qu'on pourra discuter de ça pour avoir un projet commun et envisager des réponses à des comportements totalement irrespectueux. On parle de dignité humaine sur certains dossiers et de pollution des eaux qui nous empêchent de gérer convenablement le territoire. Merci beaucoup. Merci. Vous aurez toutes les réponses à vos questions le moment venu et nous ouvrirons ce débat dans un prochain conseil sans doute. Merci de votre présence, de votre participation et bonne fête de Noël à toutes et à tous, bonne fête de fin d'année avec les proches qui seront avec vous. Et prenez soin de vous. Merci.